Il est midi, bienvenue dans le Déj Info. Si vous nous rejoignez sur BFM TV, nous sommes ensemble jusqu'à 14 h avec l'équipe qui vous accompagne aujourd'hui. On se pose d'abord cette question. Va-t-on vers de nouvelles difficultés dans les stations-service? La CGT Pétrole appelle à plusieurs jours de grève contre la réforme des retraites. L'appel sera-t-il suivi? Nous sommes à la raffinerie de la Med dès le début du journal. La guerre en Ukraine, nous allons vous montrer des photos satellites qui montrent l'ampleur des destructions à Soledar. D'après Kiev, c'est le scénario le plus sanglant de cette guerre. Et puis le carton de l'autobiographie du prince Harry, information BFM TV. Fayard, son éditeur français, lance aujourd'hui la 3e réimpression du suppléant. 50 000 exemplaires supplémentaires, ça fait 130 000 au total en 3 jours. Bruno Jeudi est avec nous aujourd'hui. Bonjour Bruno. Emmanuel Le Chypre est avec nous. Sandra Larue et Ashley Chevalier. On va commencer par la CGT Pétrole qui entre dans la danse avec à la clé de nouvelles galères à prévoir dans les stations-service. Elle appelle à plusieurs jours de grève contre la réforme des retraites. Ça commence jeudi prochain pendant 24 heures. Le 26 janvier, pendant 2 jours, et le 6 février pour une durée de 72 heures. Alexis Puyette, vous êtes à la raffinerie de la Med. L'appel de la CGT Pétrole va-t-il être entendu par les salariés ? En tout cas, oui. Aussi qui ne pénalise pas nos concitoyens. Les organisations syndicales sont déjà en action pour mobiliser un maximum de salariés. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes devant une caisse d'allocation familiale à Toulouse où il y a des opérations de tractage depuis ce matin. Oui, c'est ça, opération de tractage ici dans le centre-ville, on va y revenir dans quelques secondes. Les opérations ont débuté ce matin, notamment à la périphérie de Toulouse, chez Capgemini ou chez Sphère, des sous-traitants d'Airbus, dans l'informatique, notamment dans ce secteur où la CGT, par exemple, l'UNSA, a été très mobilisée ce matin. Mobilisation ici de forces ouvrières, de la CGT, de la CFTC, tout le monde est réuni sur le terrain pour ces opérations de traquage. Sur le terrain. Ce gouvernement. Et le grand rassemblement ici à... On voit... Et le grand rassemblement ici à Toulouse aura lieu jeudi prochain à 10 h du matin. Merci Jean-Wilfried. Avec Maxime Meunier, Bruno quand même sur la mobilisation et cet appel des syndicats, 8 syndicats qui appellent à la mobilisation à partir de jeudi prochain. On n'avait pas vu une telle unité syndicale depuis 8 ans. La question est de savoir, est-ce qu'elle va tenir sur la longueur? Oui, c'est la question de savoir si elle va tenir sur la longueur. C'est la question aussi de la méthode. On voit la CGT d'emblée donne le tempo avec les raffineurs qui annoncent 6 jours de grève alors que le projet de loi n'a pas encore été soumis au Conseil des ministres ni la discussion parlementaire entamée le 6 février. Ça pose aussi la question de l'unité syndicale. Est-ce qu'elle tiendra sur la durée? Parce qu'on voit bien la CGT... partisane de la méthode forte, la méthode contrairement à ce qu'espère Elisabeth Borne, ils vont pas s'embarrasser, ils vont aller vers le blocage des raffineries, en attendant peut-être le blocage des cheminots ou des gaziers, d'autres corporations habituées des grèves. Est-ce que tout ça résistera à l'unité syndicale? Vous le rappeliez, 8 syndicats, dont la CFDT, syndicat modéré. Rappelons-le, il y a 2 mois, la CFDT était contre le blocage des raffineries, bloqué notamment par la CGT. Ils vont se retrouver ensemble. La CFDT est souvent peu associée au mouvement de blocage à la SNCF. Elle risque de se retrouver avec eux. Et là, on va voir si ça tiendra. La CFDT est plutôt partie sur des mouvements de grève, sur des mouvements de manifestation. Il faudra voir si ça tient aussi pour les grèves. Et la question est de savoir à quel type de mobilisation celle que nous allons vivre va ressembler, celle de 95 ou celle de 2010? Oui, c'est les 2 grands derniers mouvements de contestation d'une réforme des retraites. En 95, c'est 3 semaines de grève. C'est la méthode dure qui se termine par une victoire par chaos des syndicats. Alain Juppé, qui voulait sans doute davantage de la réforme des retraites, à l'époque c'est une réforme des retraites et de la sécurité sociale, voulait davantage de la réforme que le président Jacques Chirac, a fini par voir le président le lâcher parce que lui était en train de négocier en coulisses avec
un leader syndicaliste très charismatique à l'époque qui s'appelait Alain Blondel et qui était le leader de FO. Et en 2010, c'est le contraire. C'est une victoire au point du pouvoir de l'époque. Nicolas Sarkozy voulait cette réforme. Il avait donné consigne à son Premier ministre François Fillon, à son ministre du Travail Éric Woerth de tenir. Il y aura jusqu'à 14 manifestations d'ampleur. Les organisations syndicales compteront jusqu'à 3 millions de personnes dans les rues, 1,5 million selon le ministère de l'Intérieur. Mais j'allais dire, sur la durée, à l'usure, ils finiront par faire passer la réforme. Et pendant ce temps, l'Assemblée nationale, c'est au tour du groupe de Marine Le Pen de défendre ses propositions de loi en ce moment. Les députés vont plancher notamment sur l'obligation de porter l'uniforme dans les collèges et les écoles publiques. Dans les colonnes du Parisien, d'ailleurs, Brigitte Macron s'y dit favorable. Alexis Cuvillier, vous êtes sur place. C'est un soutien assez inattendu, non ? En tout cas, les propos de la Première Dame sont très commentés ici au Palais Bourbon ce matin. Pas de commentaires, nous a dit, un peu gênée une parlementaire de la majorité quand l'écologiste Sophie Taillé-Polian jugeait ses propos très inopportuns. Elle avait du mal à croire, cette élue de gauche, au hasard complet entre la sortie de Brigitte Macron au Parisien et l'agenda parlementaire. En tout cas, ce coup de projecteur n'est pas pour déplaire à Marine Le Pen. Écoutez-la, elle était au micro de Philippine David. Encore. Des digues par rapport au Rassemblement national, entend-on notamment ce matin du côté de certains élus de gauche. Merci Alexis Cuvillier. La guerre en Ukraine, évidemment, retient notre attention encore aujourd'hui. Des combats acharnés ont lieu en ce moment à Soledar, c'est dans l'est du pays. C'est le scénario le plus sanglant de cette guerre, c'est ce que dit Kiev. D'ailleurs, regardez, vous allez les voir, des photos satellites publiées hier montrent l'ampleur. Les mercenaires russes de Wagner ont revendiqué la prise de Soledar. Une information aussitôt démentie. Voilà, les Russes qui n'arrivent pas donc à avancer dans cette guerre en Ukraine. Ashley Chevalier, est-ce que c'est pour cette raison que Vladimir Poutine s'est emporté hier face à son vice-premier ministre? C'est vrai que le Kremlin semble afficher une forme de nervosité. Denis Valentinovitch Manturov a passé un sale quart d'heure effectivement hier lors d'une réunion avec d'autres ministres, réunion en visioconférence, retransmise en direct à la télévision russe. Au passage, on note au contact. Et qui ne trompe pas, je vous pose la question, c'est qu'il y a encore du changement au sommet de la à lui dire la vérité et à oser dire les choses. Alors, il y a un autre signe de nervosité qui ne trompe pas, je vous pose la question, c'est qu'il y a encore du changement au sommet de la hiérarchie militaire russe. Oui, alors là c'est plus sérieux. Le général Gerasimov, qui est l'actuel chef d'état-major des armées, a été nommé commandant du groupement combiné de troupes déployées en Ukraine. Son prédécesseur semble avoir eu raison de son poste. Merci beaucoup Ashley. Dans l'affaire à l'attaque à l'arme blanche à la gare du Nord, hier, l'assaillant a été placé en garde à vue dans la soirée à l'hôpital pour tentative d'assassinat. Sa garde à vue pourrait durer jusqu'à 21h. Son identité fait encore l'objet de vérification. Valentin Demey, Jeanne Daudet et Alexia Ferré. L'assaillant est actuellement hospitalisé dans un état grave. Voilà, et nous irons plus loin avec Mélanie Bertrand tout à l'heure dans le journal de 12h30. Notamment, nous vous remontrerons ces images de l'attaque. Nous les décortiquerons ensemble. Nous allons à Callac en attendant dans les Côtes-d'Armor où la municipalité a déclenché une crise en voulant accueillir des réfugiés et des demandeurs d'asile pour dynamiser le territoire. Il y a eu plusieurs manifestations à tel point, David Dunal, vous êtes sur place, que le maire a décidé d'abandonner le projet. Oui, la municipalité a fait machine arrière. On est municipalité de la commune n'a pas souhaité pour l'heure répondre à nos sollicitations. Merci David. Candice est avec nous et nous a rejoint sur ce plateau. Candice, parce qu'on va faire état des chiffres de la vente du livre du Prince Harry. Mais alors quel carton, et on parle de la France. Je crois qu'il y a 50 000 exemplaires qui sont encore réédités aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est incroyable. Oui, on a les chiffres, c'est une info donc BFM TV. Fayard, l'éditeur français, donc lance 2 jours seulement après sa parution, la 3e réimpression du supplément. Bon, c'est peu dire que ça sent comme des petits pains. Voilà, le fameux suppléant.
voilà, une ration supplémentaire pour le suppléant. Alors, on refait les comptes. Tiré donc à la base, on l'a dit, à 210 000 exemplaires. C'est déjà énorme, il faut bien se le dire. C'est un tirage de best-seller. Et ça s'arrache tellement qu'il faut remettre en route les rotatifs dès le premier jour. Et après, l'idée, c'est le livre, évidemment, on suit les chiffres au plus près, bien sûr. Oui, bien sûr, qu'on ait son compte sur vous. 50 000 donc, exemplaires réédités à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Il est 12h20 dans un instant. Nous allons retourner en Ukraine. Plusieurs informations. D'abord, effectivement, ces combats acharnés à Soledar. On va vous remontrer des images. Et puis, cette frégate russe qui a été aperçue au large de Boulogne-sur-Mer. Doit-on s'inquiéter? On va poser la question à Patrick Sauce et nous serons en duplex d'Ukraine avec nos envoyés spéciaux. À tout de suite. De la pluie et du vent, Sandra. Et oui, un programme sympathique. Sur la moitié nord, en effet, on a ce ciel chargé. Et puis on a toujours cette vigilance orange qui se maintient sur le Pas-de-Calais, vigilance orange. Alors, on a encore des pluies actuellement. On voit un picto vent. Alors, il ne s'agit pas de vent. Le département est en vigilance jaune pour le vent, mais bien en orange pour les crues en cours. On a encore actuellement des précipitations sur l'extrême nord du pays, donc sur le département. Des pluies quand même qui sont de plus en plus faibles, mais qui restent là, continuent. Donc, à surveiller encore. A priori, quand même, la décrue devrait se mettre en place dans le courant de la fin d'après-midi. Vous le voyez, les précipitations, elles vont persister. Donc, c'est des nuages, des pluies sur une très large moitié nord. Il est 12h30, merci d'être avec nous dans le Déj Info sur BFM TV. D'abord la guerre en Ukraine et la bataille de Soledar qui est le scénario le plus sanglant de la guerre. D'après Kiev, vous allez voir des photos satellites qui montrent bien l'ampleur des destructions alors que la Russie vient une nouvelle fois de changer de chef militaire. Va-t-on vers de nouvelles difficultés dans les stations-service? La CGT Pétrole appelle à plusieurs jours de grève contre la réforme des retraites. Cet appel va-t-il être suivi? Et puis enquête BFM TV sur le trafic de Paxlovid. C'est un traitement contre le Covid. La demande explose depuis le début de l'année car de petits malins les achètent en masse pour les revendre jusqu'à 5 000 € la boîte en Chine. Et on va d'abord en Ukraine rejoindre l'un de nos envoyés spéciaux, Benoît Ballet. Merci d'être avec nous en direct. Vous voulez faire un point complet sur la situation, notamment sur ce que dit l'Ukraine, la situation autour de cette ville de Soledar. Les autorités ukrainiennes parlent des combats les plus violents et les plus acharnés de la guerre. Oui, c'est ça, Soledar. C'est une ville située à 15 km au nord-est de Bakhmout et qui était connue. Situation aujourd'hui en Ukraine. Merci Benoît avec Caroline Bertolino. Patrick, est-ce que la Russie piétine en Ukraine? Semble-t-il oui. En tout cas, on a le sentiment qu'elle est fébrile. Pourquoi? Parce qu'elle vient encore de changer de chef militaire responsable des opérations en Ukraine. Ça fait 3 mois seulement que l'autre avait été mis en place. Alors, tout le monde piétine. Il faut quand même être relativement honnête. Le front est figé, y compris au niveau de Bakhmout ou de Soledar, comme l'expliquait Benoît. Ensuite, effectivement, grande fébrilité. On a énormément de pistes, finalement, pour comprendre le remplacement du général Sourovikine par le général Gerasimov. D'abord, Valéry Gerasimov, c'est le chef d'état-major des armées. Alors, les Russes nous expliquent que avoir le chef d'état-major des armées à la tête de cette opération militaire spéciale, je reprends leur vocabulaire, ça permet d'avoir la main vraiment sur toutes les armées, toutes les composantes, que ce soit sur mer, sur terre, dans les airs, voire dans l'espace. Sauf que c'est l'homme qui a planifié le début de la guerre, le 24 février dernier. Ça a été un échec. Il a été remplacé une fois, puis une deuxième fois, notamment par le général Sourovikine, qui avait à son crédit, en tout cas pour la population russe, le retrait de Kherson. Oui, c'est vu comme une défaite, mais c'est aussi vu comme une façon d'épargner un certain nombre de soldats. Il paye pour 2 choses, sans doute, Sourovikine. Un, c'est les explosions et les frappes sur Makivka. 89 morts, nous disent les Russes, plus de 400, disent les Ukrainiens. Et le timing, parce qu'on est un peu taquin à BFM TV, nous fait penser qu'il y a une sorte de remerciement
cette frégate russe qui a été... L'amiral Gorchkov. Voilà, c'est ça, qui a été aperçue au large de nos côtes, notamment à Boulogne-sur-Mer. C'est vrai que ça peut susciter quelques interrogations. Doit-on s'inquiéter, Patrick ? Non, je le dis tout de suite. Il poursuit sa tournée des ports puisqu'il est passé au large de Cherbourg il y a quelques minutes. Il va sans doute passer, enfin il va pas sans doute. En tout cas, vous connaissez d'ici bien. la nuit. Merci en tout cas. Voilà donc pour ces informations rassurantes. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se posaient des questions. La mobilisation contre la réforme des retraites qui s'organise. La CGT Pétrole entre dans la danse avec à la clé de nouvelles galères à prévoir dans les stations-service. Elle appelle à plusieurs jours de grève. Ça va commencer jeudi prochain, évidemment, pendant 24 heures. Le 26 janvier, ça va durer 2 jours. Et le 6 février, ce sera 72 heures. Emeline Darcourt, Valentin Demey, Blandine Dalena et Manon Scarzello. Jeudi, à l'appel de tous les syndicats, une marche pour les retraites soutenue par la France Insoumise est prévue samedi 21 janvier. Léopold Audebert, vous êtes avec nous en duplex de Matignon. Vous suivez Elisabeth Borne depuis ce matin, la Première ministre qui a envoyé un message d'ailleurs aux syndicats puisqu'elle appelle à ne pas pénaliser les Français. Ce matin, en marge d'un déplacement, la Première ministre a réagi. Elle en appelle à la responsabilité des syndicats. Écoutez. On peut faire grève, il faut aussi être attentif au quotidien de nos concitoyens. On est dans à une marche et ça sera le 21 janvier. À l'Assemblée nationale, c'est au tour du groupe de Marine Le Pen de défendre ses propositions de loi. Les députés vont plancher sur l'obligation de porter l'uniforme dans les écoles et les collèges publics. Dans un entretien dans les colonnes du Parisien, Brigitte Macron s'y dit favorable. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, l'économie, Emmanuel Le Chypre. Est-ce que notre facture d'électricité pourrait baisser, si, peut-être? Suivez les rendez-vous de l'écho avec Hello Bank Pro. Hello Bank Pro par BNP Paribas. Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Alors pourquoi on pose cette question ? C'est que pour la première fois depuis des mois, la France est redevenue exportatrice d'électricité. Nous vendons de l'électricité à l'extérieur. Est-ce que ça veut dire que notre facture va baisser ? Eh ben, c'est la première étape, effectivement. Au cœur de l'automne, on se rappelle, et notamment pendant la vague de froid de mi-décembre, cette inversion de tendance, par d'abord la remontée en puissance de la production nucléaire. Depuis novembre, ce sont 14 réacteurs qui ont été remis en marche, par la douceur hivernale, évidemment, qui évite de pousser trop fort le chauffage, par les efforts collectifs de tout le monde pour la sobriété. Et puis, il y a eu du vent, et donc les éoliennes tournent à plein régime, et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Du coup, au passage, le débat sur les coupures potentiel d'électricité cet hiver n'a plus du tout lieu d'être. Alors, nos factures vont baisser, non ? Alors, effectivement, du coup, les prix de l'électricité, en fait, aujourd'hui, ils sont en chute libre. Si vous regardez sur le marché de gros, c'est la bourse de l'électricité sur lequel, finalement, les distributeurs qui nous vendent ensuite à nous l'électricité achètent cette électricité. Songez qu'on était à 700 € le mégawattheure cet été, on est retombé à 100 aujourd'hui. Donc oui, ces prix baissent. Et donc, si ce plongeon se confirme, eh bien, nos factures baisseront, mais ça mettra du temps. C'est-à-dire, il faut attendre combien ? Il faut attendre plusieurs mois parce que d'abord, si vous voulez, on est tous, les 3/4 des Français sont au tarif réglementé. Que ça augmente. Non, mais c'est la problématique du tarif réglementé de l'électricité. Les 3/4 des Français sont concernés par ce tarif. Or, ce tarif n'est révisé que 2 fois par an. Et puis attention, il faudra encore, pour qu'on sente la baisse, que le prix de l'électricité devienne inférieur au prix qui est plafonné aujourd'hui par le bouclier. Tant que les prix resteront supérieurs, vous savez, au prix au-dessus du bouclier, on ne les sentira pas. Donc, mais 100 € sur le marché, ça veut dire que d'ici quelques mois, notre facture sera un peu soulagée quand même. Vous avez regardé les rendez-vous de l'écho avec Hello Bank Pro. Hello Bank Pro par BNP Paribas. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
Et on va donc à l'Assemblée nationale où le groupe de Marine Le Pen défend ses propositions. Je l'évoquais, les députés qui vont plancher notamment sur l'obligation de porter l'uniforme dans le public, dans les colonnes du Parisien. Brigitte Macron s'y dit favorable, ça gomme les différences. Véronique Fèvre et Élise Phillips. Savoir le faire, respecter. Les suites de l'attaque de la gare du Nord, Mélanie Bertrand du service police-justice de BFM TV nous a rejoint. L'homme qui a blessé 6 personnes hier matin a donc été placé en garde à vue dans la soirée pour tentative d'assassinat. C'est l'information que nous avons apprise ce matin. Oui, on sait qu'il a été grièvement blessé hier matin lors de l'intervention des policiers. Il a reçu plusieurs balles, 2 dans le thorax, 1 dans le bras. TF. Le parquet antiterroriste. Merci Mélanie. Notre santé à présent, je l'évoquais il y a quelques instants, cette enquête BFM TV sur un trafic est en train de se développer chez nous autour du Paxlovid. C'est un traitement contre le Covid, un trafic à destination de la Chine. Il s'en vend normalement 5 à 10 000 boîtes par mois, mais la demande explose depuis le début de l'année car les Chinois en achètent pour les revendre jusqu'à 5 000 € la boîte. Enquête de Clémence Dibou était au toucher. L'affaire Noël Le Graët, Loïc Braillet nous a rejoint sur le plateau. Bonjour. Loïc. D'abord, il y a plusieurs informations ce matin. On voulait faire un petit point sur la situation. Philippe Diallo, le vice-président de la FFF, va avoir la charge d'assurer l'intérim, ça on le sait. Il a reçu les salariés ce matin. Question, comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé très calmement, très sereinement, à l'image du personnage. Finalement, Philippe Diallo, qui était donc vice-président de la fédération jusque-là, membre du comité exécutif. Donc, il était hier dans le bureau de Noël Le Graët lorsque sa mise à l'écart, en retrait, s'est décidée. Il a voulu prendre la parole dans l'auditorium de la fédération, devant les salariés physiquement présents. Et il y en avait beaucoup qui étaient connectés en visio également. Télétravail, ça marche aussi à la fédération. Et il a voulu se montrer rassurant. Il n'a pas voulu se projeter trop loin. Il a tout simplement dit « J'assume l'intérim jusqu'aux conclusions de l'audit diligenté, vous le savez, par le ministère des Sports. On devrait avoir ce rapport-là et ses conclusions d'ici 2 semaines. Donc, il se projette uniquement jusque-là et pas plus loin, puisqu'en fonction de ces conclusions, elles seront analysées, interprétées par le COMEX et par le principal intéressé, Noël Le Graët. Et là, on va voir ce qui va se passer. Des décisions seront prises, a-t-il quand même précisé, devant les salariés. Et donc, son intérim pourrait se prolonger. Mais il n'a pas voulu aller plus loin. Il a insisté aussi sur le fait que la Fédération française de football est en excellente santé, sportive, bien sûr, avant tout, avec d'excellents résultats dans toutes les catégories, que ce soit les plus jeunes, les féminines, et évidemment les A avec cette finale de Coupe du Monde au Qatar. Excellente santé financière également. Et il a un petit peu insisté sur ce paradoxe d'attaque, de critiques incessantes depuis des mois à cause de ce qui se passe autour de son président. Mais l'institution va très bien, donc oui, il va essayer de la faire tourner, de faire tourner les affaires courantes finalement durant les prochaines semaines. Et puis on attend le verdict finalement de l'audit qui devrait statuer sur le sort définitivement de Noël Le Graët. On a une autre question, Loïc, sur la santé de la directrice générale, Florence Ardouin. Semble-t-il, ça ne va pas bien du tout. Non, ça ne va pas fort, effectivement. Tout est parti d'hier et de la décision du comité exécutif de la suspendre à titre conservatoire, de la mettre à pied, une mise à pied à titre conservatoire pour Florence Ardouin. Alors, son départ était dans les tuyaux quand même depuis quelques semaines, donc c'est pas non plus une énorme nouvelle qui tombe du ciel. Malgré tout, il y a eu apparemment un choc émotionnel assez important chez elle après cette annonce-là. Elle a fait un malaise hier et elle a été conduite à l'hôpital sur demande du médecin qui l'a examinée assez après son malaise. Et à l'heure où on se parle, elle y est toujours à l'hôpital. On n'en sait pas plus pour le moment, mais donc santé fragile donc pour Florence Ardouin qui devrait quitter la Fédération française de football dans le cadre donc a priori d'un licenciement. Il y aura forcément un entretien préalable dans les prochains jours, mais elle est toujours hospitalisée à l'heure où on se parle. Merci beaucoup Loïc. 12h51, la météo.
une vigilance, Sandra. Et oui, toujours cette vigilance sur le Pas-de-Calais, ces précipitations qui continuent. Donc les cours d'eau qui réagissent. Alors cela dit, tendance à l'amélioration puisque les pluies faiblissent, mais elles restent continues. Donc on surveille quand même la situation. Vous avez vu un picto vent, mais ce département est en vigilance jaune pour le vent et bien en crue en orange pour les cours d'eau donc qui réagissent. Les précipitations, on les voit ici, qui circulent toujours sur l'extrême nord du pays. Et tout cela va se propager dans le courant de l'après-midi à une bonne moitié nord du pays. Ce sera un petit peu plus ensoleillé, mais voilé quand même sur les régions les plus au sud. Et puis on découvre rapidement vos températures pour cet après-midi. De la douceur, toujours 12 à Paris, 16 degrés en Corse et à Perpignan. Il est 13h, merci d'être avec nous dans Des Infos sur BFM TV. Va-t-on vers de nouvelles difficultés dans les stations-service? La CGT Pétrole appelle à plusieurs jours de grève contre la réforme des retraites. L'appel s'annonce-t-il suivi? Nous sommes à la raffinerie de la Med dès le début du journal. La guerre en Ukraine, et vous allez voir des photos satellites qui montrent bien l'ampleur des destructions à Soledar. D'après Kiev, là-bas, c'est le scénario le plus sanglant de la guerre. On sera en direct depuis Kiev également avec notre envoyé spécial. Le carton de l'autobiographie du prince Harry, Info BFM TV, Fayard, son éditeur français, lance aujourd'hui la 3e réimpression du suppléant. 50 000 exemplaires supplémentaires, ça fait 130 000 retirages en 3 jours au total. Et la CGT Pétrole entre dans la danse avec à la clé de nouvelles galères certainement à prévoir dans les stations-service. Elle appelle à plusieurs jours de grève contre la réforme des retraites. Ça commence jeudi prochain pendant 24 heures, le 26 janvier pendant 48 heures et le 6 février pour 72 heures. Alexis Puyette, vous êtes à la raffinerie de la Med. Est-ce que l'appel de la CGT Pétrole a été entendu? Écoutez, on va tout de suite poser la question à Fabien. Il est pénible, il est fatigant, il est difficile. Le bras de fer, le rapport de force qui vient de commencer entre le gouvernement et les syndicats. Merci Alexis Puyette. Et Elisabeth Borne a fait passer un message aux syndicats ce matin. Elle était en déplacement en région parisienne. Elle les appelle à ne pas pénaliser les Français. On appelle aussi à la responsabilité. Aussi qui ne pénalise pas nos concitoyens. Et les organisations syndicales sont déjà en action pour mobiliser, vous l'avez entendu, un maximum de salariés. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes devant une caisse d'allocation familiale à Toulouse, où les opérations de tractage ont commencé depuis ce matin. Oui, opération de tractage de part et d'autre ici à Toulouse, sur le terrain, dans les entreprises du privé, dans les entreprises du public. Très tôt ce matin, Capgemini, puis l'entreprise Sphère, une entreprise informatique située à la périphérie du centre-ville de Toulouse. Et puis il y a eu ces opérations de tractage, effectivement, comme pas très loin d'ici à la CAF, la caisse d'allocation familiale. Cet après-midi, il y aura des à partir de 10h. Merci Jean-Wilfried. Avec Maxime Meunier. Donc, il y a 8 syndicats qui appellent à la mobilisation. Bruno, on n'avait jamais vu ça depuis 12 ans, cette unité syndicale. La question est de savoir maintenant combien de temps cette unité va durer. Oui, combien de temps cette unité va durer et si elle va résister aux actions, aux surenchères de certains des syndicats qui appellent aux manifestations et à la grève. On l'a entendu avec les raffineurs qui étaient déjà en grève il y a 2 mois. Et à l'époque, ils étaient en grève et ils avaient face à eux la CGT qui n'était pas d'accord avec eux. Donc on va voir aussi si cette unité syndicale va résister aux formes de contestation que vont prendre l'opposition à la réforme des retraites. Parce que les raffineurs, peut-être demain les gaziers, peut-être les cheminots, et on verra si la centrale de Laurent Berger, la CFDT, plutôt habituée à chercher des portes de sortie, à chercher des négociations, des compromis, restera longtemps dans ce mouvement. C'est évidemment ce que le gouvernement va surveiller. Voilà, il y a une semaine du mouvement, on est en droit de se demander à quel type de mobilisation on va avoir affaire. Est-ce qu'on va avoir affaire à une mobilisation type scénario 95 ?
ou 2010? Oui, vous faites allusion aux deux grands mouvements contre des réformes des retraites. 95, ce fut en quelque sorte une victoire par chaos des syndicats. À l'époque, Alain Juppé défendait une double réforme, une réforme des retraites et une réforme de la sécurité sociale. Il voulait sans doute plus cette réforme que le président Jacques Chirac, qui lui, a rapidement, au fur et à mesure de ces 3 semaines de blocage, 3 semaines de grève, a fini par commencer à négocier en coulisses avec les syndicats, et notamment le leader de la centrale EFO de l'époque, le charismatique Alain Blondel, et ça avait terminé par finalement un demi-retrait de la réforme. Quelques années plus tard, en 2010, autre grand mouvement contre la réforme des retraites. Il y a 14 manifestations qui vont se succéder pendant l'année 2010 pour contester le projet porté par François Fillon et Éric Woerth, qui avait des consignes très précises de Nicolas Sarkozy: tenir face à la rue, et ce que fera ce gouvernement, qui finira par l'emporter au point dans un mouvement qui a fini par s'effilocher. Mais il y avait eu jusqu'à 3 millions de personnes dans les rues au cours de ces manifestations, selon les organisations syndicales, et 1,5 million selon le ministère de l'Intérieur. Très grosse manifestation, mais le pouvoir avait tenu. Donc on voit, pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, ça va être le test de la rue, le test de l'unité syndicale sur la durée, et c'est ça que le gouvernement va devoir affronter dès les prochains jours, avec quand même 6 jours de grève déjà chez les raffineurs, et une première manifestation unitaire le 19 janvier. Évidemment, BFM TV sera mobilisé pour couvrir l'ensemble de ces mouvements. À l'Assemblée nationale, c'est au tour du groupe de Marine Le Pen de défendre ses propositions de loi. Les députés planchent notamment sur l'obligation de porter l'uniforme dans les écoles et les collèges publics. Dans les colonnes du Parisien, Brigitte Macron s'y dit favorable. Vous voyez quelques extraits, ils sont affichés sur votre écran. Alexis Cuvillier, vous êtes à l'Assemblée. C'est un soutien un peu inattendu, non ? Oui, les propos de Brigitte Macron sont très commentés ici au Palais Bourbon ce matin. Elle a le droit de dire ce qu'elle pense, nous disait il y a quelques minutes Sylvain Maillard, le vice-président du groupe Renaissance ici à l'Assemblée. C'est très inopportun, jugé au contraire du côté des oppositions, l'écologiste Sophie Taillé-Polian, qui avait du mal à croire au hasard entre cette sortie de Brigitte Macron hier au Parisien et l'agenda parlementaire. Ce coup de projecteur supplémentaire sur la niche parlementaire du Rassemblement national n'est en tout cas pas pour déplaire à Marine Le Pen. Écoutez-la au micro de Philippine David. À présent, et des combats acharnés ont lieu en ce moment à Soledar, dans l'est du pays. C'est le scénario le plus sanglant de cette guerre. Voilà les mots employés par Kiev. Des photos satellites publiées hier montrent bien l'ampleur des destructions. Les Russes cherchent à s'emparer de cette cité minière de 10 000 habitants située près de Bakhmout. Pierre Barbin. Par les militaires ukrainiens que par l'armée russe. Est-ce que le Kremlin est un peu nerveux? Je vous pose la question, Ashley Chevalier, parce qu'on a assisté à une scène. Hier, nous étions en train de vous diffuser, souvenez-vous, à 12h45, donc les propos de Vladimir Poutine qui s'adressait à ses ministres. On n'a pas vu cette scène. Vous l'avez repéré, il s'en est pris à son vice-premier ministre. Oui, Denis Valentinovitch Mantourov a passé un seul quart d'heure hier lors de cette réunion. Réunion en visioconférence, retransmise en direct à la télévision russe. Au passage, on notera que Vladimir Poutine est toujours bunkerisé. Il ne fait que des réunions en distanciel. La discussion avec Mantourov portait autour des contrats sur la construction d'avions. Alors c'est quasiment impossible d'en passer en ce moment, faute de pièces à cause des sanctions internationales. Poutine le sait, et pourtant, il s'énerve fort. Vladimir Poutine perd. Par contre, je pense qu'il a dû passer un sale quart d'heure. Certains diront que Vladimir Poutine perd ses nerfs, mais il a l'habitude de ce genre de colère. Souvenez-vous, en février dernier, il s'en était pris au chef du renseignement parce qu'il trouvait ses positions sur le Donbass un peu trop mesurées. Agir ainsi, c'est aussi une façon de montrer au public qu'il sait se faire
respecté. Il sème la terreur auprès de ses équipes, ça permet de montrer qu'il garde le contrôle, avec un risque, l'isolement, plus personne n'osera lui dire la vérité. Bon, alors, il y a quand même peut-être un signe de nervosité qui ne trompe pas. Il y a encore, je dis bien encore, eu un changement dans la hiérarchie, au sommet même de la hiérarchie militaire. Oui, le général Gerasimov, actuel chef d'état-major des armées, a été nommé, je cite, commandant du groupement combiné de troupes déployées en Ukraine. Son prédécesseur, Sourovikine, est rétrogradé au rang d'adjoint. Il sera resté en poste 3 mois. Il avait été nommé en octobre pour redresser la situation à Kherson et à Kharkiv. Le retrait de Kherson, c'est lui. Les attaques sur des infrastructures énergétiques, c'est lui également. Merci beaucoup Ashley, nous y reviendrons tout à l'heure sur ces informations, cette frégate russe aussi qui longe les côtes françaises avec Patrick Sauce, pas d'inquiétude à avoir, on vous le dit d'ores et déjà. Dans l'affaire de l'attaque à l'arme blanche à la gare du Nord hier, l'assaillant a été placé en garde à vue dans la soirée à l'hôpital pour tentative d'assassinat. Une garde à vue qui pourrait durer jusqu'à 21h. Son identité, à l'heure où l'on parle, fait encore l'objet de vérification. Valentin Demey, Jeanne Daudet et Alexia Ferré. Nous allons à Callac, dans les Côtes-d'Armor, où la municipalité a déclenché une crise en voulant accueillir des réfugiés et des demandeurs d'asile pour dynamiser le territoire. Il y a eu plusieurs manifestations, à tel point, David Dunal, vous êtes sur place, que le maire a décidé d'abandonner le projet. Oui, la municipalité a fait machine arrière. On est devant le bâtiment, l'ancien collège qui avait été acheté par... commune dans un communiqué a fait savoir sa déception, qui souhaitait mener à bien ce projet, mais le maire de la commune n'a pas souhaité pour l'heure répondre à nos sollicitations. Notre suivi d'actualité, 2 mois après le démantèlement du camp de Crac de la porte d'Aubervilliers à Paris, nous avons choisi de retourner dans le 18e arrondissement. Bilan, vous allez le voir, rien n'a changé et les habitants du quartier Charles-Hermite craignent pour leur sécurité et celle de leurs enfants. Reportage de Chloé Barbeau, Victor Toubania et Maxime Deveau. Errer dans le quartier. Il est 13h21, Candice nous a rejoint sur le plateau. Candice, on voulait parler du carton en France, oui, du suppléant, donc c'est l'autobiographie du prince Harry dont on vous parle depuis plusieurs jours. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de fuites. Eh bien, on apprend qu'il est aujourd'hui encore réimprimé. À nouveau, ça se vend comme des petits pains, on peut le dire comme ça. C'est une information. BFM TV Fayard, l'éditeur français, donc lance 2 jours seulement après sa parution la 3e réimpression du suppléant. Alors, on refait le match, on refait les comptes. En gros, il a été tiré à 210 000 exemplaires. C'est énorme, c'est vraiment le tirage d'un best-seller assuré. Et puis là, ça s'arrache tellement qu'il faut remettre en route les rotatifs dès le premier jour. On a eu à nouveau dès mardi, première réimpression de 50 000 exemplaires. Et même dans la soirée, ça c'était le matin, et dans la soirée, à nouveau, 2e réimpression de 30 000 exemplaires. Enfin, c'est complètement, c'est du jamais vu. Et à nouveau, donc 50 000 exemplaires aujourd'hui. Si je compte bien, ça fait donc 130 000 exemplaires tirés en supplément, donc en 3 jours. Harry, c'est vrai que c'est un petit peu, il a cet esprit un peu gaulois qu'on a, cet esprit qui ne se résout jamais à rien, un peu rebelle. Donc c'est peut-être pour ça, il nous parle quand même pas mal. Et puis Diana, sa maman, il faut le rappeler, est morte ici même à Paris. On a quand même un lien, clairement, avec lui. Il faut, en termes de chiffres, rappeler aussi que c'est 20% de mieux que les mémoires présidentielles de Barack Obama, ce qui est quand même juste énorme. Et c'est également une info BFM TV. Amazon est en rupture de stock depuis hier, après avoir écoulé 20 000 exemplaires en seulement une journée. Et même au Royaume-Uni, où la cote de popularité de Harry a un peu chuté ces derniers jours, ça cartonne là-bas aussi ? Énorme carton. Là aussi, record. L'éditeur Penguin Random House annonce que ses mémoires sont devenues officiellement l'ouvrage non fictionnel le plus vendu de tous les temps. Au Royaume-Uni, c'est simple, il s'est écoulé en 400 000 exemplaires. Donc en termes de livres reliés, audio-livres, il y a plusieurs formats. Mais 400 000 exemplaires en tout. Et finalement, le livre approche un record d'un autre Harry. Fictionnel celui-là, c'est Harry Potter. C'est pas rien. Ah non, c'est pas rien, effectivement. Mais est-ce qu'au final, je pose la question, est-ce que la presse en général, je ne parle pas que nous, grâce aux fuites, n'a pas permis de faire ce qu'on appelle un peu dans notre jargon un teasing ? D'avoir donné envie de lire le livre. En fait, on s'était demandé si ça allait
émousser la curiosité des lecteurs. Eh bien, pas du tout, pas du tout. Ces révélations sont ce qui ont inondé effectivement la presse. On en a parlé, les relations avec son frère, avec le deuil de Diana et des engelures également mal placées. Bref, tout ça a fait que finalement, toutes ces infos croustillantes ont attisé la curiosité du lecteur, effectivement. Et au Royaume-Uni, il faut aussi dire qu'ils ont un avantage supplémentaire, c'est qu'ils n'ont pas de prix fixe du livre. Il n'y a pas de prix unique comme en France. Depuis 1997, c'est terminé. Donc en plus de cela, ils font des opérations commerciales incroyables dans les grandes chaînes. Ils vendent pour la plupart à moitié prix. Donc c'est ce qui explique aussi le départ en flèche de ces ventes au Royaume-Uni du livre donc de Harry le suppléant. Même s'il a chuté dans les sondages au Royaume-Uni, eh bien son livre se vend énormément. Et ça n'est pas terminé, j'ai envie de vous dire. Vous suivez les chiffres évidemment avec beaucoup d'attention, Candice. En France et ailleurs. Ça ne vous a pas échappé, peut-être les soldes ont commencé. 40% des soldes sont réalisés en ligne. Avec toujours cette question, est-ce que ce sont de vrais soldes ou pas? Est-ce que les produits n'ont pas fait l'objet d'une hausse récente pour nous faire croire que l'on bénéficie d'un prix discount? Il y a des applis pour éviter ça. David Dunal, Mathieu Lepeigny. Moins 10%. Faire pendant les soldes d'hiver. La météo, Sandra. Toujours cette vigilance, la douceur. Voilà, de la pluie, de la douceur et cette vigilance, oui, en effet, sur le Pas-de-Calais. Vigilance orange en raison des pluies, donc qui continuent, les cours d'eau qui réagissent. Cela dit, une amélioration quand même se dessine parce que les pluies sont toujours là, mais elles sont relativement faibles et ça devrait donc rentrer dans l'ordre dans le courant de l'après-midi, en tout cas de la soirée. On a un picto vent ici sur cette vigilance. Alors le vent souffle certes, mais c'est une vigilance jaune pour le vent et donc vigilance crue en orange pour ce département. Donc les pluies, on les voit, elles circulent plus au nord. D'une manière générale, cet après-midi, on va avoir ce temps quand même très agité, des nuages, des pluies un petit peu plus marquées sur l'extrême nord du pays. Ailleurs, elles restent aussi présentes, accompagnées de vent. Et puis c'est du soleil quand même, mais quand même bien voilé sur les régions les plus au sud. Et puis la douceur, en effet, toujours. Regardez les températures, on est toujours très au-dessus des normales avec 12 degrés à Paris, 16 degrés entre la Corse et Perpignan pour cet après-midi. Et nous allons découvrir l'enneigement sur les Vosges pour votre vendredi après-midi. Eh bien, en station, on va retrouver des nuages et des pluies pour la journée de demain. La neige qui manque. Un coup d'œil à ce qui se passe dans le Jura maintenant. Là aussi, ce sera plus en neige qui devrait être rectifiée la semaine prochaine. Il est 13h30, merci d'être avec nous sur BFM TV dans le Déj Info. La guerre en Ukraine et la bataille de Soledar, qui est le scénario le plus sanglant de la guerre. Ce sont les mots employés par Kiev. Vous verrez des photos satellites qui montrent bien l'ampleur des destructions, alors que la Russie vient une nouvelle fois de changer de chef militaire. Va-t-on vers de nouvelles difficultés dans les stations-service? La CGT Pétrole appelle à plusieurs jours de grève contre la réforme des retraites. L'appel s'annonce-t-il suivi? Nous posons la question. Et puis enquête BFM TV sur un trafic de Paxlovid. C'est un traitement contre le Covid. La demande explose depuis le début de l'année, car de petits malins les achètent en masse pour les revendre jusqu'à 5 000 € la boîte en Chine. Et on va d'abord donc en Ukraine, où de violents combats sont en cours en ce moment à Soledar, dans l'est du pays. Benoît Ballet, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de BFM TV. La vice-ministre de la Défense évoque les combats les plus violents, les plus acharnés de la guerre. Oui, c'est ça, Soledar, c'est une ville située à 15 km au possession ou non, l'entrée dans le centre-ville ou non, la prise totale de la ville ou non par les mercenaires de Wagner menés par Prigojine. Alors Kiev dément toujours que cette ville est tombée aux Russes. Les combats continuent. Voilà la situation aujourd'hui en Ukraine.
Merci beaucoup Benoît Ballet, vous êtes l'un des envoyés spéciaux de BFM TV en Ukraine. Patrick, j'ai 2 questions à vous poser. Question sur la frégate que j'évoquais tout à l'heure. Si vous nous regardiez, on va y revenir. Et d'abord, question sur la situation de la Russie. Est-elle fébrile? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'au bout de 3 mois seulement, on vient encore de changer de général russe qui gère les opérations en Ukraine. On en avait beaucoup parlé de l'arrivée de Sourovikine. Il vient d'être écarté. Sourovikine, qui était surnommé, qui l'est toujours, peut-être plus en Russie, le général Armageddon pour ses méthodes expéditives, c'est l'homme du changement de stratégie à la rentrée. C'est celui qui a opéré le retrait de Kherson, oui, d'un côté, mais c'est aussi celui qui a vraiment appuyé cette nouvelle stratégie de la frappe sur les infrastructures énergétiques. C'est la marque Sourovikine. Toutes les frappes, toutes les coupures qui ont été occasionnées par ces missiles ou ces drones ou ces roquettes, c'est la marque Sourovikine. Mais Sourovikine, c'est aussi Makivka. C'est 89 soldats qui sont décédés, ça c'est le décompte russe, peut-être 400 selon le décompte ukrainien. Et ils payent sans doute cette erreur-là, le fait d'avoir massé autant de jeunes conscrits, donc des jeunes dont ce n'est pas le métier d'être soldat, et le fait d'avoir mis des munitions aussi totalement en surface. Ça ne pouvait qu'arriver, ces jeunes hommes qui en plus passaient beaucoup de temps avec leur téléphone portable. C'était tellement facile pour les Ukrainiens de les taper, comme on dit dans le jargon militaire. Il y a peut-être une autre explication, plus politique, c'est que Sourovikine est aussi marqué, ou marketé si on veut, Prigojine. C'est un proche du patron fondateur de Wagner. Wagner qui n'arrête pas de dire que c'est la seule unité à avoir gagné Soledar. Et ça fait 2 jours maintenant qu'au ministère de la Défense russe, on dit non, on continue. Le sort de Soledar est sans doute scellé. C'est ce que disait hier soir sur ce plateau le porte-parole de l'ambassade de Russie. Mais ce n'est pas terminé. Et donc il paye sans doute ceci aussi. Et enfin, le message quand même, c'est celui de la fébrilité, comme vous le disiez, parce que Valéry Gerasimov, c'est le chef d'état-major des armées, c'est l'homme qui a vraiment planifié le début de la guerre, et on l'a vu, après 1 an, il y a énormément de morts, mais c'est un échec pour la Russie. Alors cette question à présent, qui nous concerne peut-être un peu plus, parce que c'est plus proche de nous, cette frégate qui a été aperçue au large de nos côtes, frégate russe, que Vladimir Poutine a inaugurée il y a un peu plus d'1 mois. On avait montré les images. Elle est autour de chez nous. Oui, depuis quelques heures. En fait, on la suit. Enfin, l'OTAN la suit depuis que le 4 janvier, Vladimir Poutine a annoncé une nouvelle mission pour l'amiral Gorchkov. C'est le nom de cette frégate qui est sacrément équipée. Là, c'est le motif un peu inquiétant. Il y a notamment des missiles hypersoniques qui vont pour la première fois naviguer en mer sur un navire russe. Il y a également des missiles calibres, qui eux sont tristement connus pour justement des destructions résidentielles parce qu'ils sont tirés depuis la mer Caspienne. Ensuite, il y a les données géographiques. Les exercices sont prévus pour se passer en Méditerranée, puis dans l'océan Indien. Le bateau est parti de Mourmansk et donc il était obligé de passer par l'un des détroits les plus empruntés au monde, c'est le détroit du Pas-de-Calais. Alors il est passé par Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, il arrive à Cherbourg, enfin au large évidemment. Il est même plutôt proche des côtes britanniques, ce qui fait qu'en ce moment même, il est escorté par le HMS Portland. C'est une frégate britannique qui va le suivre. Ensuite, on prendra sans doute la suite avec un navire français, puis portugais, espagnol, et on va le laisser partir jusqu'à Port Saïd, emprunter le canal de Suez et aller vers l'océan Indien. C'est un jeu, non pas de dupe, mais c'est un jeu quand même. Les Russes l'ont déjà fait avec un sous-marin qui avait été soit à propos, soit parce qu'il y avait une panne qui avait été escorté dans le golfe de Gascogne. Et puis très régulièrement, mais depuis des années, vous avez des avions bombardiers qui passent au-dessus de la Manche, côté français, côté britannique. Vous avez 2 Rafales qui décollent de Mont-de-Marsan ou de Saint-Dizier et qui vont l'escorter et lui indiquer la porte de sortie. Il y a la guerre. Et puis, il y a cette espèce d'aller-retour finalement classique. C'est la mer finalement. Il y a des règles très établies. C'est la conférence de Montego Bay. Mais les Russes ont le droit de passer là, eux aussi. Merci beaucoup Patrick, et ça a le mérite d'être clair. La mobilisation contre la réforme des retraites qui s'organise, la CGT Pétrole entre dans la danse avec à la clé de nouvelles galères à prévoir dans les stations-service. Elle appelle à plusieurs jours de grève, ça commence jeudi prochain pendant 24 heures, le 26 pendant 48 heures et le 6 février pour une durée de 72 heures. Emeline Darcourt, Valentin Domé, Blandine Dalena et Manon
Commentaire d'Elisabeth Borne ce matin en déplacement en région parisienne. Elle appelle les syndicats à ne pas pénaliser les Français à partir de jeudi prochain. On appelle aussi à la responsabilité des organisations syndicales. On peut faire grève, il faut aussi être attentif au quotidien de nos concitoyens. On est dans une période qui peut être compliquée, avec de l'inquiétude, notamment sur l'inflation. Donc trouvons des modes d'action aussi qui ne pénalisent pas nos concitoyens. Et sur le fond de la réforme, Elisabeth Borne cherche des alliés. Léopold Haudebert, vous êtes à Matignon, où les 3 chefs des Républicains sont reçus par la Première ministre pour essayer de trouver un accord peut-être. Oui, et ils ont été reçus. Et alors Pascal, il y a une photo, on peut dire qu'on voulait vous montrer, une photo de famille très importante pour les Républicains qu'il voulait montrer ce matin. Sur la gauche de votre écran, Bruno Retailleau, le patron des LR au Sénat. Sur la droite, c'est Olivier Marleix, le chef, lui, à l'Assemblée nationale. Et au centre, Éric Ciotti, le patron fraîchement élu des Républicains, qui, dans sa prise de parole tout à l'heure, a voulu montrer que les Républicains ont été très présents dans ces discussions, quitte à peut-être même s'approprier la réforme. Écoutez-le. J'ai toujours dit que cette réforme était nécessaire. Après plusieurs semaines de doute. Merci beaucoup Léopold. Question maintenant à présent sur l'inflation, sur nos factures. Eh bien peut-être que notre facture d'électricité va baisser et vous allez nous expliquer pourquoi, Guillaume Paul. Pour une fois qu'on a une bonne nouvelle sur l'électricité, on ne va pas s'en priver, Guillaume Paul. Pourquoi on dit ça? Parce que la France exporte à nouveau de l'électricité. C'est quand même bon signe. On pensait qu'on allait en manquer. On nous parlait de coupures. Eh bien non, on en exporte. Concrètement, ça veut dire que la France est historiquement le plus grand exportateur d'électricité en Europe. On en déverse un peu partout fièrement à cause de notre parc nucléaire inégalé, évidemment. Sauf que depuis quelques mois, ça faisait des mois effectivement que c'est un comble que la France était obligée de demander en catastrophe en fait à ses voisins de lui en importer du côté de l'Espagne, du côté de l'Allemagne, du côté de la Grande-Bretagne. En fait, pendant quasiment toute l'année 2022, nous avons plus fait venir d'électricité qu'on en a expédié à l'étranger. Ça faisait 42 ans que c'était pas arrivé, sauf qu'effectivement sur la fin de l'année 2022, la tendance a commencé à s'inverser dans le bon sens. Mais comment la France, qui était une grande puissance nucléaire, on est arrivé là? Mais parce que, vous savez, on vous a raconté 10 000 fois l'état de décrépitude de notre parc nucléaire français. Vous savez, il y a eu beaucoup de réacteurs qui ont été fermés l'an dernier, soit parce qu'ils étaient fermés pour des opérations de maintenance, qui avaient été retardées après le Covid, vous connaissez l'histoire, soit à cause de problèmes de corrosion qu'on a découverts, et donc on a décidé de les fermer par précaution. On va en savoir un peu plus. Et on a abordé l'hiver comme ça, pas très rassuré, sauf que coup de peau, l'hiver est doux, les vents sont favorables, ça fait tourner les éoliennes. EDF a réussi à faire redémarrer pas mal de réacteurs, 14 en 2 mois, c'est pas mal. Et puis les Français ont quand même consommé beaucoup moins, donc ça veut dire moins de consommation, ça veut dire qu'on recommence à satisfaire nos propres besoins. Donc on se dit les choses, les risques de coupure qu'on avait évoqués s'éloignent. Ça s'éloigne vraiment très clairement, ça c'est la première bonne nouvelle. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que ça pourrait se traduire sur nos factures. Alors effectivement, il y a le relèvement des tarifs de l'électricité au 1er février, c'est bientôt, vous savez, ça va être 15%, mais vous vous dites bien que cette électricité qu'on allait acheter chez nos voisins, ils n'avaient pas vraiment de raison de faire de cadeaux, donc c'était au prix du marché qui était 5-6 fois plus élevé. Là, on recommence à redevenir un petit peu maître de notre destin, avec des prix qui sont régulés. Ce sont les prix d'EDF, c'est ce que nous produisons en France. Ça veut dire que ça pourrait quand même atténuer le choc du 1er février prochain, quand les prix de l'électricité vont être relevés de 15%. Donc ça veut dire que la facture va baisser dans quelques mois. La facture va baisser. Ça va prendre du temps que cela infuse véritablement sur les prix. Je ne dis pas que ça va baisser, je peux dire que ça va atténuer la hausse de 15% qui va entrer en vigueur sur l'électricité à partir du 1er février. Tout ça. Ça va pas baisser, mais ça va atténuer la douloureuse finalement. C'est toujours ça de prix. À l'Assemblée nationale, c'est en ce moment au tour du groupe de Marine Le Pen de défendre des propositions de loi, des députés qui planchent sur l'obligation, par exemple, de porter l'uniforme dans les écoles et les collèges publics. Dans les colonnes du Parisien, Brigitte Macron se dit favorable. Ça gomme les différences, dit-elle. Véronique Fèvre et Élise Phillips. Savoir le faire, respecter. Les suites de l'attaque de la gare du Nord, Mélanie Bertrand, journaliste
Police-Justice de BFM TV nous a rejoint sur ce plateau. L'homme qui a blessé 6 personnes hier matin a été placé en garde à vue. C'est ce qu'on a appris dans la soirée pour tentative d'assassinat. Il est placé en garde à vue à l'hôpital. Oui, parce que cet homme, il a été grièvement blessé hier par l'intervention des policiers pour mettre fin à son attaque. Il a reçu plusieurs balles dans le corps, 2 au thorax, 1 dans le bras. Donc il a été transporté hier à l'hôpital dans un état très grave. Son pronostic vital était engagé. Il a subi une opération et visiblement les choses se sont améliorées ces dernières heures parce que son état est désormais jugé compatible avec un placement en garde à vue qui a donc commencé hier soir à 21h à l'hôpital, là où il se trouve, parce que son état n'implique pas qu'il puisse être transporté dans les locaux de la brigade criminelle. Ce sont donc les policiers qui vont à lui dans sa chambre d'hôpital pour l'interroger, pour lui demander notamment, et c'est évidemment le cœur de ce dossier, ses motivations, pourquoi il s'en est pris tôt hier matin à 6h42 à plusieurs personnes qui se trouvaient dans le hall de la gare du Nord. Alors sur cette personne, on a davantage d'éléments depuis hier soir. On sait qu'il est arrivé en France il y a 3 ans et qu'il se présente sous différentes identités. Quand les policiers ont rentré ses empreintes digitales, il a plusieurs alias. Mais maintenant, les enquêteurs et plusieurs sources proches de l'enquête sont désormais sûrs à 99% qu'il s'agit bien d'une personne libyenne, d'un homme libyen d'une vingtaine d'années, déjà connu donc de la police pour des faits de droit commun et qui était sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français depuis cet été. OQTF qui manifestement n'a pas été exécuté. Pourquoi ? Le ministère de l'Intérieur nous donne les raisons. Il explique que la France n'expulse pas en ce moment vers la Libye en raison de l'instabilité du pays et que comme cet État n'est pas stable, il est difficile de trouver avec eux un canal d'échange pour l'identification des ressortissants. Cette garde à vue, je le disais, elle a commencé à 21h, elle peut durer 48 heures, donc jusqu'à demain soir 21h. Et pour l'instant, il faut noter que c'est toujours le parquet de Paris qui a la main sur cette enquête et pas le parquet antiterroriste. Voilà, et justement à propos des OQTF, Gabriel Attal était ce matin l'invité d'Apolline de Malherbe sur BFM TV. OQTF qui ne sont pas appliqués, voilà ce que répondait Gabriel Attal. Vous avez des personnes à expulser en la matière pour les expulsions. Notre santé à présent, enquête BFM TV sur un trafic qui se développe en France autour du Paxlovid. C'est un traitement contre le Covid, un trafic semble-t-il à destination de la Chine. Il s'en vend normalement entre 5 et 10 000 boîtes par mois. Mais là, la demande explose depuis le début de l'année car des petits malins en achètent pour les revendre jusqu'à 5 000 € la boîte en Chine. Enquête de Clémence Dibou et Théo Touché. La santé pour tenter de trouver une solution. La météo, Sandra. Il y a du vent, Sandra. Oui, un vent soutenu en effet sur une bonne moitié nord. On a un temps très agité sur la moitié du pays. Donc une bonne moitié nord, du vent, de la pluie. Du vent aussi, mais en vigilance jaune pour le Pas-de-Calais. C'est surtout les crues là, en cours qui posent problème sur ce département du Pas-de-Calais. Les précipitations qui continuent. Cela dit, la tendance est à l'amélioration puisque les pluies persistent, mais elles restent quand même relativement faibles. Et puis tout cela devrait rentrer dans l'ordre dans le courant de la fin d'après-midi. Vous le voyez, encore quelques précipitations qui circulent. Alors d'une manière générale, on a ces pluies un peu plus soutenues quand même sur l'extrême nord. Ailleurs, un régime d'averses. Vous le voyez, c'est toute une bonne moitié nord du pays qui est balayée par ces précipitations plus ou moins fortes. Et ces vents aussi. Alors plus au sud, eh bien, c'est un temps beaucoup plus calme, surtout en Corse. Là, c'est bien ensoleillé. Partout ailleurs, un voile de nuages qui est assez dense pour cet après-midi. Alors on découvre les températures, toujours de la douceur évidemment, en attendant le refroidissement prévu pour la semaine prochaine, aussi le retour de la neige, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle sur les reliefs et peut-être même on en reparlera en pleine. Regardez en attendant cet après-midi les températures comprises entre 8 et 16 degrés du nord au sud. 13h51, vous avez rendez-vous avec l'après-midi info. François Gapillon et Karine Deménonville, je vous donne rendez-vous demain. Très bonne journée à tous.